We have today Eugene O'Sullivan and Vincent Courcelle-Labrousse, who will address you on advocacy skills training. We will separate the group in two. So those who want to follow in French with Vincent, you can stay in this room. And those who rather follow in English with Eugene and Jason, there's a breakout room that will appear on your screen. So you just need to click and enter the breakout room. So you'll join the English room. And after their presentation, there's going to be a series of questions, and then they will both wrap up. And if you have any follow-up question, you could always send us an email. And if you're too uncomfortable to ask a question orally, you could always type it in the chat. We're going to have moderators in both sides. Do you want me to open the rooms now? Yes, please, Dom. Thanks. Sorry to disturb it. I can't see any rooms. I'm not used to working. Oh yeah, there. Yeah. Oh yeah, okay. Tom is Got working. it. Yeah. Okay, thank you, Milan. You're welcome. Sorry, Dom, I'm unable to find the English room. It's been embarrassing. Hold on 2 seconds. I'll just add you. I could assign you. It should pop up now. Nope, sorry. I've assigned you to the English room. Weird. Let me try again. Got it. You got it. Thanks very much. No problem. Is there anybody else that's in this room that needs the English room? I think we see in the bottom Yeah. the chat. Oh, wait. Yes. Nothing. You let me know, Dom, when Yeah, sorry, I'm just having to go one by one.
Bonjour tout le monde. Bonjour Mylène. Bonjour Dignité, ça va? Ah, ça va, là maintenant je t'entends. Tout à l'heure je n'entendais rien du tout. J'attends que Dominique termine de séparer les participants dans la... Ok. Everybody that's mentioned in the chat, I've now put in the English room. Okay. So we're now in this room, we're only French, right? It should be, unless Okay. anybody else tells me in chat, and then I'll move them to the English. Okay, so I'll start. Bon après-midi à tous et merci de vous être inscrits à la formation aux compétences en plaidoyer de l'ABCPI. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter d'abord Vincent Courcelles-Labrousse, qui est avocat au barreau de Paris depuis 1993, avec une expertise reconnue en contentieux pénal. Il a plaidé devant plusieurs juridictions internationales, notamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, où il a défendu Calixte Mbarushimana, et ensuite il a également été conseil principal dans l'affaire Nzabonimana, avant d'exercer devant le tribunal spécial pour le Liban à La Haye. Il a notamment obtenu 2 acquittements majeurs en droit pénal international, ce qui est rare, surtout pour certains d'entre nous qui pratiquons depuis 20 ans, ce qui renforce d'ailleurs sa réputation dans le domaine du contentieux international. Il a poursuivi sa pratique en France au sein du cabinet Godin Associés, tout en continuant à intervenir dans les affaires à forte portée stratégique. Et par ailleurs, Vincent contribue également au monde du cinéma et de la télévision. Il va peut-être vous en parler au cours de sa présentation aujourd'hui. Alors, son parcours mêle rigueur juridique, engagement international et sensibilité artistique. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole pour au moins l'heure qui suit. Merci Vincent d'avoir accepté l'invitation. Ok, bah merci Mylène de cette élogieuse mais tout à fait inexacte présentation. C'est Jean Pambara que j'ai défendu en premier et pas Barushimana. Barushimana, c'était François Roux. C'est d'ailleurs le premier acquittement devant le TPIR. Donc, effectivement, mon activité en pénal international s'étend depuis 2003, où je suis entré en premier dossier que j'ai eu au TPIR, et continue encore un petit peu aujourd'hui, même si je me suis un petit peu éloigné de cette pratique, mais gardant quand même toujours un petit peu un pied dans le pénal international, ou également, de toute façon, dans les dossiers en France qui ont des volets internationaux, mais qui touchent pas nécessairement des crimes les plus graves que de la délinquance financière, notamment. Bon, ça change un petit peu du génocide et du crime contre l'humanité. Alors, comme parcours je vais rentrer directement dans le sujet. Pour les avocats de tradition francophone, de droit civil et de code de procédure pénale, on n'est quand même pas du tout préparé à l'origine au système des tribunaux pénaux internationaux. Ceux qui avaient peut-être la meilleure préparation, notamment pour le tribunal pour le Rwanda, sont les Canadiens, puisque ils avaient à la fois chez eux un système de common law sur le pénal, et en même temps, ils sont pour beaucoup francophones. Donc on parle beaucoup en France souvent la common law, des comparaisons, etc. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas expérimenté le système, en tout cas ce qui permet pour un avocat francophone
d'expérimenter un dérivé de la common law, parce que les common lawyers diront mais non, ça n'a rien à voir, ou c'est très 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 éloigné de chez nous. Il n'en reste pas moins que pour les tribunaux, notamment ad hoc, avec une petite différence, et j'en parlerai pas parce que moi je connais très très peu la CPI, j'ai juste fait défendu un témoin, donc j'ai jamais défendu un dossier devant la CPI. En ce qui concerne les tribunaux ad hoc, pour le TPIR et également pour le TPY, les règlements de preuve et de procédure étaient quand même beaucoup plus apparentés au système américain qu'au système français. Donc, il n'y a rien qui prépare à rentrer dans ces dossiers quand on a fait des études en France et quand on est également déjà pénaliste, mais dans le système français. En revanche, moi j'ai toujours voulu et j'ai toujours abordé ces tribunaux pénaux internationaux en me disant finalement, j'exerce le même métier que celui que j'exercerai en France. Il y a tout un halo d'extraordinaires, de missions que se donnent ces tribunaux, qui s'auto-justifient d'ailleurs très souvent par la spécificité des crimes sur lesquels travaillent ces tribunaux, avec même la Cour pénale internationale qui affiche un combat contre l'impunité, ce qui est le rôle du procureur, mais pas nécessairement des juges. J'ai toujours vu la pratique internationale comme une pratique normale dans un contexte beaucoup plus compliqué. Donc, en se disant toujours, je suis un avocat de la défense, je suis certes financé en général par de l'argent public, par des États, des donateurs. Il y a certes comment dire, cette vocation que se donnent les tribunaux, mais pour moi, au-delà de tout ce blabla international, un avocat dans ces tribunaux en défense doit toujours garder en tête qu'il n'est qu'un avocat et qui fait le même métier que celui qu'il ferait dans son propre pays. Donc, cela dit, le cadre est quand même un cadre extrêmement particulier. D'abord parce que on travaille sur l'ampleur des crimes dont sont accusés les clients qu'on défend sont les crimes les plus graves. D'autre part, on travaille dans un contexte qui est international. Donc, pour le tribunal pour le Rwanda, celui-ci était installé en Tanzanie, donc on est très 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 éloigné de l'endroit où on exerce habituellement sa pratique. La pression dans ces dossiers peut être très 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 importante, et l'avocat en défense, je ferai parfois des parallèles avec le système de procédure pénale avec juge d'instruction. La responsabilité de l'avocat dans la recherche de la preuve, dans la préparation du dossier en défense est absolument énorme, puisque il n'y a pas un magistrat instructeur, un juge d'instruction qui va réunir les éléments dans le cadre d'un dossier qui sera présenté et qui sera débattu lors d'un procès. Le procès international devant le TPY et également devant le TSL, c'est l'affrontement de deux thèses qui sont opposées, avec un juge qui, normalement, est en situation d'être un arbitre et d'être le minimum partisan possible. Donc, tout ça génère des contraintes
en termes de préparation de dossier. D'abord, les équipes de défense nécessitent des moyens pour mettre en œuvre leur défense. La préparation du dossier nécessite une organisation qui est une organisation qui est très particulière à celle de la gestion habituelle d'un cabinet d'avocats. Comme dans tout dossier, là, effectivement, il y a la nécessité de définir une stratégie très très rapidement de défense dans le dossier, de déployer cette stratégie et ensuite de gérer ce que j'appelle le temps. Pourquoi le temps? Parce que ces dossiers peuvent être extrêmement d'abord chronophages et ont une durée dans le temps qui est absolument hors du commun pour différents facteurs. Et je donnerai juste l'exemple du tribunal spécial pour le Liban. Ce dossier m'a pris 10 ans quand même. Donc, j'ai continué à avoir mon activité en France, mais ça veut dire que pendant 10 ans, vous allez avoir la charge d'un dossier extrêmement important. Donc, pour la préparation du dossier, les avocats en défense ont d'abord besoin de moyens d'action. Pourquoi de moyens d'action? Parce que le bureau du procureur, lui, a des équipes. Le bureau des procureurs a beaucoup de moyens et la défense va devoir, d'une part, travailler sur les moyens de preuve présentés ou proposés par le procureur et par ailleurs, le cas échéant, chercher des moyens de preuve en défense. Donc, ça, c'est le premier point dans la préparation du dossier, c'est la nécessité d'avoir des moyens qui sont différemment alloués suivant la générosité des juridictions devant lesquelles on se trouve. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement à la Cour pénale internationale. Je dirais que ça a été assez varié d'un tribunal à l'autre. Et le tribunal qui a alloué le plus de moyens à la défense était sans aucun doute le tribunal spécial pour le Liban, puisqu'on avait de grosses équipes et qu'en plus, et j'y reviendrai, étant donné la nature de la preuve qui était présentée par le procureur, qui était quand même essentiellement une preuve technique de téléphonie, cette particularité faisait que, en plus du cadre habituel d'une équipe de défense, pour la préparation de la défense, il fallait également recourir à des techniciens, à des experts. Donc en fait, pour la préparation d'un dossier, on va finalement créer un mini cabinet. On va créer un mini cabinet. Pourquoi? Parce que vous allez devoir avoir au minimum des enquêteurs. Vous allez devoir avoir, le cas échéant, des juristes qui vont vous assister. Vous allez devoir avoir également, si nécessaire, un ou des experts. Et donc, autour de ce cas, de cette affaire, c'est pratiquement la constitution d'un cabinet autonome, en quelque sorte, pour pouvoir gérer et mener à bien la défense. Dans le cas du TSL, à certaines époques, j'ai pu avoir jusqu'à 10 personnes dans mon équipe uniquement pour la préparation du dossier. C'est-à-dire que vous avez un conseil principal, nous avions 2 co-conseils, des legal officers, des gens pour gérer la preuve, sans compter également les stagiaires, plus les experts qu'on faisait travailler par ailleurs. Donc, la préparation du dossier demande vraiment une très très bonne organisation,
pour avoir une équipe compétente. Et j'ai eu, devant le tribunal spécial pour le Liban, j'ai eu une équipe qui était très, très, très compétente. Donc, ça, les gens tournent dans le temps, bien entendu, ils ne restent pas ad vitam aeternam. Et il faut avoir également une équipe polyvalente, parce que le travail, ce n'est pas uniquement de faire du droit. Votre juriste va peut-être éventuellement devoir se spécialiser en téléphonie, bien s'y connaître en explosifs, etc. Parce que vous êtes une dizaine pour répondre à un dossier du procureur que le procureur mène avec lui des dizaines et des dizaines de personnes, avec en plus une temporalité qui n'est pas la même, puisque, et je vais venir également, la défense commence en général à intervenir bien des années après que le procureur ait constitué son dossier. Alors, pourquoi à la fois l'organisation et la stratégie à définir assez rapidement est très importante. Si l'on prend le cas du dossier du tribunal spécial pour le Liban, on peut être très rapidement submergé par le flux de requêtes, le flux d'éléments de preuves ou de non-preuves d'ailleurs, qui sont déversés chaque jour et qui arrivent chaque jour dans les équipes et qui viennent en quelque sorte vous égarer du chemin de la défense. Je pense que dans vos cabinets, vous devez recevoir plein de mails tous les jours, mais dans un dossier comme le tribunal spécial pour le Liban, entre les chambres, enfin la chambre plutôt, le procureur, les autres équipes de la défense, c'était chaque jour 200 mails à traiter, plus des pièces à classer, etc. Donc on peut assez rapidement se laisser déborder et perdre de vue l'essentiel du dossier. C'est pour ça que les choix qu'on va faire dans la stratégie et dans l'analyse du dossier sont hyper importants parce qu'ils vont déterminer la conduite qu'on va avoir ensuite en défense. Est-ce qu'on répond à tout? Est-ce que il y a des équipes de défense qui répondent à tout, qui prennent position sur tout, quand vous êtes plusieurs équipes de défense sur un dossier? Est-ce que le mieux, c'est pas le silence? Sur quoi on travaille? Sur quoi on ne travaille pas? Et quand on travaille sur quelque chose, pendant combien de temps? Et où va-t-on? Et est-ce qu'on finit le job? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes quand vous avez comme au TSL un dossier où vous avez à peu près 2 ans de mise en état, 4 ans d'audience, il faut quand même arriver à garder une continuité stratégique de manière à pas, d'une part, s'égarer dans le day by day et d'autre part, ne pas perdre de vue les objectifs qu'on s'est assignés dans la procédure. Alors, par rapport à notre système, ce qui est dans l'organisation du dossier, dans la gestion de la défense, c'est que la première phase, c'est que les équipes de défense sont tributaires de la divulgation des éléments par le procureur.
le procureur est naturellement obligé de divulguer les éléments sur lesquels il s'appuie dans son acte d'accusation, mais vous avez cette espèce de catégorisation que j'ai toujours trouvé assez bizarre dans les obligations de communication du procureur de ces éléments, qui sont à peu près à 3 étages pour caricaturer. Donc, les éléments sur lesquels s'appuie le procureur, ça, il doit vous les communiquer. Les éléments dont il considère qu'ils pourraient être à décharge pour la défense. Donc, il a également l'obligation de vous les communiquer. Les éléments qui pourraient être utiles à la défense, donc ça, c'est une troisième catégorie. Et puis, reste la quatrième, qui est toujours en général la plus intéressante, c'est les éléments que le procureur ne veut pas vous divulguer. Donc, avant de parler de la recherche de la preuve par les équipes de défense, la première phase, c'est d'arriver à déterminer ce que le procureur a et qu'il ne vous aurait pas communiqué. C'est ça qui est très paradoxal pour moi dans le travail et dans l'architecture de ces procès internationaux TSL, TPIR, c'est que finalement, le procureur, qui peut avoir enquêté pendant plusieurs années, et en plus, quand il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs niveaux de preuves qui se recoupent d'un dossier à l'autre. Le procureur, fondamentalement, ne va montrer à la Chambre, ne va montrer au procès que ce qu'il voudra montrer, en quelque sorte. Parce que c'est posé sur une règle de la preuve nécessaire à l'accusation, mais le juge, si il y a des éléments à décharge, des témoignages, des rapports d'expertise, etc., si le procureur ne les communique pas, ou alors si la défense, une fois que c'est communiqué, ne s'en sert pas, ces éléments, le juge ne les verra jamais. Alors que dans un système qui est un système à la française, toutes les pièces sont mises dans le dossier, sont accessibles à tout le monde. Et donc, il n'y a pas un pan entier du dossier qui reste dans une armoire qu'il va falloir parfois pour la défense aller forcer pour obtenir les éléments. Donc, la première phase en défense, avant de partir sur le terrain, etc., c'est de récupérer le maximum de ce qui peut être, le cas échéant, intéressant chez le procureur. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple très simple. Dans le dossier du tribunal spécial pour le Liban, il se trouve qu'en parallèle des commissions d'enquête qui avaient été diligentées, il y avait eu également une information judiciaire au Liban. C'est-à-dire qu'il y avait des juges d'instruction qui, en parallèle du procureur international, avaient eux également mené les investigations, fait faire 2-3 rapports d'expertise, etc. Et le procureur ne communiquait pas ces éléments-là. Il les avait, mais ces éléments ne l'intéressaient pas. Et donc, il a fallu deviner d'abord qu'il les avait. Donc, ça, c'est les renseignements qu'on a obtenus. Et ensuite, saisir la juridiction de la mise en état pour qu'elle l'oblige, le procureur, à communiquer ces éléments à la défense. Donc, cette phase qui est dans le travail de l'équipe de défense, qui est une phase qui est déterminante parce qu'en plus, on est souvent pris par le temps, ça va être la récupération des éléments, du maximum d'éléments du procureur qui, lui, a pu enquêter pendant plusieurs années. Et il y a toujours un risque quand on est sur des dossiers hors du commun, comme l'était le dossier devant le tribunal spécial pour le Liban, c'est d'être totalement submergé par
la divulgation même spontanée du procureur. Je vous donne un autre exemple. Dans l'affaire de l'assassinat de Rafik Hariri, le procureur avait fait faire 120 expertises. 120 expertises. Donc, vous avez fois 120 des rapports sur ceci, sur cela, dans tel domaine, etc. Et avant que le procès ne commence, vous ne savez pas quel expert le procureur citera à l'audience et va faire comparaître. Donc, sur quoi vous allez travailler? Vous ne pouvez pas travailler sur 120 rapports. C'est même en 2 ans, il a mis 6 ans à obtenir ces rapports qui parfois peuvent être extrêmement techniques. Et en même temps, on va vous déverser des milliers d'éléments sur de la téléphonie, etc. Donc, il y a un moment où il va falloir faire des choix. Et c'est pour ça que je parlais de définition de stratégie dès le début, parce que il va falloir très vite essayer d'identifier en fonction de la nature de l'accusation qui est portée contre le client ou celui que l'on défend, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que, autre exemple, devant le tribunal spécial pour le Liban, on va vous déverser des milliers d'auditions sur l'histoire politique du Liban. Ils ont réuni les témoignages d'à peu près toute la classe politique dans un sens ou dans l'autre. C'est hyper intéressant, mais est-ce que vous allez vous concentrer là-dessus? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que vous allez organiser votre travail sur le fait d'aller interviewer de votre côté des politiciens qui diront le contraire de ce qu'ont dit les politiciens qui sont venus témoigner ou qui viendront éventuellement témoigner pour le procureur. Donc là, il y a, par rapport à notre système national français de l'instruction, une différence qui est une différence fondamentale et qui est quelque chose qu'on apprend sur le terrain, en fait, parce que tant qu'on n'a pas été confronté à ça, on n'a pas, on ne peut pas être schématiquement organisé pour anticiper ce genre de procédure. Donc, à partir du moment où on a fait le tour, on ne fait jamais le tour en plus, de la preuve, des éléments de preuve du procureur, parce que autre élément également qu'il faut connaître, c'est que le procureur peut continuer à enquêter même pendant sa preuve, à lui, même pendant la phase du procès. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter au 1er janvier où commence le procès. Il ne faut pas croire que le procureur va arrêter de conduire des investigations, va arrêter de rechercher d'éventuels témoins, va arrêter de faire de nouvelles expertises. Et donc, pendant que le procureur présente sa preuve, eh bien, il continue à divulguer des éléments. Et donc, on continue à devoir classer, prioriser et voir ce qu'on va faire par rapport à tel ou tel élément qui sont divulgués. Donc, le 1, c'est quand même le traitement de la preuve du procureur. Et Mylène m'avait demandé de retrouver des éléments, mais ils n'étaient pas caviardés, etc. Donc, je ne pouvais pas les projeter. Mais il se trouve qu'en ce moment, j'ai également un dossier de génocide devant un instruction français, mais comme j'étais dans plusieurs dossiers, qu'en plus on s'est tous communiqué entre nous les éléments de nos dossiers, j'ai un fonds, notamment pour le Rwanda, qui est extrêmement important. Et je me faisais cette réflexion en essayant de rechercher dans un ancien dossier des éléments.
c'est qu'en plus, il y a un énorme problème dans la préparation du dossier dans les juridictions pénales internationales. Alors, il paraît que c'est un petit peu différent devant la CPI, c'est que le procureur vous balance ces trucs, mais pas classés. Il passe avec son camion poubelle, il ouvre le camion poubelle, il vous envoie ça par le numérique, et vous vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines de dossiers informatiques qu'il va falloir ouvrir, qu'il va falloir reclasser, etc. J'ai vu dans le public qu'il y avait Gyo Suzuki qui était dans mon équipe au TSL. Il pourra en parler effectivement de cet arrivage journalier. C'est pas comme le camion de laitier, mais presque de trucs qu'il faut ouvrir, voir ce que c'est, etc. Donc, ça demande, pour les avocats et toute une équipe d'être hyper vigilants parce que dans ces 20 batchs, comme ils disent, de doc, vous allez peut-être avoir un petit truc, là, en fait, soit un petit truc qui va vous être hyper utile, soit il va y avoir un petit truc que le procureur va utiliser, vous ne l'aurez pas repéré, mais comme ça aura été dans un des batchs, etc., vous ne pourrez pas dire que l'élément n'a pas été communiqué par les procureurs. Alors, passons au romantisme de l'enquête. C'est vrai qu'il y en a un petit peu, mais c'est très, 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 je dirais que c'est très, très différent d'un tribunal à l'autre, en fonction de la nature des crimes, du pays dans lequel ils ont été commis et de la nature de la preuve qui va être sur laquelle s'appuie le procureur. Donc, je ne vais pas faire une synthèse de toutes les possibilités, je vais vous parler de celles que je connais. C'est naturellement entre un dossier du génocide rwandais de 1994 et le dossier du tribunal spécial pour le Liban, qui était un dossier de preuve, comme disait le procureur, circonstanciel. Le travail de la défense est extrêmement différent. Dans les dossiers TPIR, on travaille sur de la preuve testimoniale, c'est-à-dire qu'il y a le témoin A qui dit « moi j'ai vu monsieur un tel faire ceci ou cela ». Il y a assez peu de preuves documentaires. Il y avait de la preuve documentaire, par exemple, dans les dossiers médias, puisque dans le dossier Naïmana, Ngeze, etc., c'est un dossier quand même qui s'appuie également sur les retranscriptions des émissions de la radio RTLM. Il y avait également une preuve par rapport à l'incitation, etc., qui résultait également de la presse de l'époque au Rwanda. Dans les volets militaires, il y a eu également des éléments de preuve par rapport à des ordres écrits qui avaient été donnés, etc. Mais moi, en tout cas, dans les 2 dossiers que j'ai eus devant le tribunal pour le Rwanda, c'était témoin contre témoin. Le débat était uniquement un débat sur la crédibilité ou non des témoins. En revanche, devant le tribunal spécial pour le Liban, il y avait 0 témoin. Enfin, il y avait un témoin qui n'a pas été retenu. Il y avait un témoin qui avait reconnu le type que je défendais comme étant venu dans une mosquée, etc. Finalement, c'était le seul lien visuel dans l'accusation avec une des personnes étant accusée d'avoir commis les faits. Donc là, on est
dans une démarche qui est une démarche complètement différente, puisque la juridiction va procéder sur la preuve circonstancielle, nous on dit le faisceau d'indices, hein. L'accusation va procéder inférence par inférence en disant bah, puisque j'ai prouvé par plusieurs éléments l'inférence A, je monte la marche supplémentaire pour aller à B, pour aller à C, pour aller à D, jusqu'à la déclaration de culpabilité. Donc, le travail de la défense, là, est différent, puisque bah, c'est de scier plusieurs barreaux de l'échelle, en quelque sorte. Je ne prends plus la métaphore de l'escalier. C'est trouver les bons endroits, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas d'éléments forts dans la preuve du procureur, mais trouver les bons endroits pour scier quelques barreaux de manière à empêcher les juges d'arriver jusqu'à la conviction au-delà de tout doute raisonnable. Sachant que, effectivement, dans la tradition continentale, on est sur la règle de l'intime conviction, qui est un petit peu et qui est largement différente. Alors, la responsabilité de la défense, elle est énorme dans les tribunaux internationaux, parce que personne ne viendra vous repêcher si vous n'avez pas enquêté de manière à pouvoir éventuellement détruire la crédibilité ou porter atteinte à la crédibilité des témoins de l'accusation. C'est-à-dire que on parlera un petit peu après du contre-interrogatoire et de la plaidoirie, mais toute la perspective de la défense est tendue vers l'objectif final avec des étapes. Et ces étapes, l'étape la plus principale, c'est le contre-interrogatoire, quand il y en a, des témoins de l'accusation ou des experts de l'accusation. Donc, s'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de recherche sur les témoins du procureur, il n'y a pas de contre-interrogatoire. Parce que le contre-interrogatoire, c'est quelque chose de millimétré, et c'est quelque chose qui ne peut exister que si on a enquêté sur les témoins de l'accusation, et si on veut arriver à déterminer si ceux-ci sont de bonne foi, et les témoins de l'accusation de bonne foi, hein, si eux sont de mauvaise foi. Il y en a aussi très souvent, en tout cas, devant le TPIR, qui étaient de mauvaise foi. Mais le premier contre-narratif par rapport à l'accusation va se faire via le contre-interrogatoire des témoins de l'accusation. Et je dirais même, je reprendrai même statistiquement les 2 dossiers que j'ai eus devant le TPIR. Dans le 2e dossier de Zabonimana, le tribunal n'a cru aucun de nos témoins. Donc, c'est pas compliqué. C'était peut-être à la fin pas la peine de présenter les témoins, mais il n'y avait aucun témoin. Il y avait un gros prisme anti-défense dans ce dossier-là. Il n'y avait aucun témoin de la défense qui l'a trouvé grâce à leurs yeux. Il y avait toujours une raison pour laquelle le témoin de la défense n'était pas crédible, etc. Donc, quand on regarde ça a posteriori, on ne peut pas se mettre dans une stratégie, dans un dossier, en disant je vais attendre que les témoins de la défense viennent, parce qu'ils vont rétablir la vérité. Ça ne marche pas du tout comme ça, malheureusement. Et donc, le match est très, très, très violent, mais dès le début. C'est-à-dire que dans un dossier TPIR, c'est comme si vous faites un match de foot, mais en fait, il n'y a que des pénaltys. Donc, il y a un témoin qui passe,
pour l'accusation, c'est condamnation. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas bossé, bah, vous ne défendrez pas votre client. Et donc pour le défendre, il faut donc d'abord enquêter. Alors, pour enquêter, bah, il faut des enquêteurs. Moi, pour mon deuxième dossier, j'ai pris j'ai pris un gendarme français qui avait été mon chef. Alors tout le monde le connaît maintenant, parce qu'il a bossé pour tout le monde ensuite. J'ai pris mon ancien chef quand je faisais mon service militaire, et il avait été au Rwanda, mais avant le génocide, et je lui ai demandé d'encadrer, mais alors de manière assez, comment dire, je pense pas que c'était le bon terme, on appelait ça des enquêteurs dans le TPIR. Moi, j'appellerais plutôt ça, plutôt que le langage des journalistes, des fixeurs. C'est-à-dire là, c'est des Rwandais qui avaient pour charge d'aller s'infiltrer dans les régions, il ne faut pas tellement employer le terme infiltrer, mais dans les régions dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, se renseigner, aller trouver des gens pouvant donner des éléments par rapport au témoignage de l'accusation, avec cette difficulté que tout cela devait se faire sans identifier les témoins sans rendre identifiables les témoins de l'accusation qui sont des témoins protégés, de manière à remonter le fil au fur et à mesure, de savoir qui dit quoi, pourquoi et pour quelle raison. Et je peux vous assurer qu'on trouve très souvent quelque chose. On trouve très souvent quelque chose parce que si vous regardez les décisions devant TPIR, enfin, j'aimerais bien, ce serait intéressant de faire une stat, mais le taux de crédibilité retenu de manière générale des témoins, que ce soit de la défense ou de l'accusation, finalement n'était pas hyper élevé quand même. Il y a très souvent des cas où les témoins de l'accusation ont été jugés non crédibles. Donc la préparation du dossier, donc c'est donc travailler sur les témoins, enfin, c'était comme ça au TPR, qui est le témoin, d'où il vient, pourquoi il a dit ça, récupérer le maximum d'éléments sur lui, sachant que bien souvent, on travaillait c'était des petites communautés villageoises, et vous trouvez toujours quelqu'un qui va vous raconter la vie du voisin. C'est pas forcément pour ça que vous allez réussir à montrer que le témoin est pas crédible, mais ça peut vous apporter des éléments. Le deuxième élément important, mais ça c'était important au Liban comme au Rwanda, ce sont la géographie des lieux. Pour vous donner un exemple, mon premier dossier au TPIR, le procureur a fait la présentation de sa preuve sans même présenter une carte de la commune où les faits s'étaient passés, de la province dans laquelle les faits s'étaient passés, etc. Donc, il n'y avait pas de photos, c'était uniquement, on en est témoin qui racontait une histoire, et puis deuxième témoin, troisième témoin, quatrième témoin. On n'était pas du tout dans moi, je prendrais par exemple le dossier français typique avec les gendarmes qui ont fait des mesures, qu'on fait un album photo, qu'on filmait, etc., de manière à ce que si on n'est pas allé sur place, au moins on puisse se poser les bonnes questions. Donc, dans la préparation, le deuxième point, parce que ça a apporté des éléments essentiels bien souvent, c'est le déplacement sur place, avec une bonne compréhension de la géographie des lieux. Par exemple, le tribunal spécial pour le Liban, c'était de la téléphonie.
Donc, au-delà de toutes les cartes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes sur les enquêtes criminelles avec le radian des antennes, etc. Au-delà de ça, il fallait aller bien repérer les endroits où ça avait pu se passer, vérifier que les antennes étaient bien là, etc. Et donc là, on a quand même, moi en tout cas dans mon équipe, on a fait pas mal de déplacements sur place. Au Rwanda, pareil, puisque, mais alors là, sur des contextes un peu différents, vous avez tel témoin qui va dire moi j'étais planqué au bord de tel chemin et j'ai vu un tel passer et qui a harangué la foule. Bon, on s'apercevait que le procureur se contentait de prendre une déclaration du témoin et n'allait pas faire de vérification sur place pour voir si effectivement de l'endroit dont le témoin disait qu'il avait vu quelque chose, c'était possible. Donc ça, ça fait partie du travail parce que tout ça, ces éléments mis bout à bout, on va finir comment dire, par réunir de la matière qui vont permettre de contre-interroger au moment du procès. Et c'est vrai que ce qui est très étonnant, et je me faisais la réflexion en travaillant sur un dossier français hier, les enquêteurs de l'accusation, on a l'impression qu'il y a un moment où ils ne vont pas au-delà des questions de base dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin que le mec dise bah oui, moi je l'ai vu, etc. Et ils ne vont pas tester leurs propres preuves. Et ça, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut compter. C'est malheureux d'ailleurs qu'ils ne testent pas leurs propres preuves parce que il y a je pense qu'il y a certains dossiers devant notamment le TPIR qui n'auraient jamais dû aller au procès si jamais les équipes du procureur avaient sérieusement un petit peu, je le dis intellectuellement, secoué leurs témoins et fait le minimum de vérification par rapport à ce qu'on leur racontait. Donc ça, effectivement, et c'était également devant le tribunal spécial pour le Liban, c'était un peu la même règle. Les équipes du procureur partent souvent sur des trucs, mais qui n'ont pas vérifié. Et si vous ne faites pas les vérifications, vous ne pourrez pas le faire valoir via le contre-interrogatoire à l'audience. Alors, dans ce travail de préparation, on est quand même, et c'était le cas, et c'est le cas de manière générale, on est quand même on est relativement dépendant du client. Parce que c'est souvent le client qui va proposer les enquêteurs, déjà, parce que ce sont des gens les fixeurs, en quelque sorte. Il faut des gens de confiance qui ne vont pas aller parler à la partie adverse, qui connaissent les lieux, qui connaissent les gens. Et donc, il faut quand même faire vachement gaffe à ne pas se faire manipuler par son fixeur et par son client, sachant que, comme au TPIR, les accusés communiquaient assez facilement avec l'extérieur parce qu'ils avaient tous 3 portables planqués dans leur cellule. L'accusé peut être en relation directe avec l'équipe d'enquête sans que vous le sachiez, et vous pouvez vous faire enfumer. Donc il faut être extrêmement vigilant, et il faut être extrêmement vigilant avec les témoins également. Et c'est un exercice très dangereux que d'être en contact tant avec les témoins de l'accusation qu'avec les témoins de la défense. Alors ça, c'est quelque chose auquel, dans le système français, on n'est absolument pas préparé, parce que dans le système avec juge d'instruction, eh bien, les avocats de la défense ne font pas d'enquête eux-mêmes. Ils ont
presque ils se sentent interdits de prendre contact avec qui que ce soit, parce qu'il y a toujours le risque de la subordination de témoins. C'est l'inverse dans le système accusatoire où il y a l'obligation de mener cette enquête, mais ça peut être extrêmement dangereux parce qu'il y a d'abord, effectivement, comme je le disais, ce risque de manipulation par l'accusé, par les témoins qui sont plus ou moins liés avec l'accusé, ou alors des témoins qui, et c'est arrivé devant et de plus en plus d'ailleurs, devant le tribunal spécial, dans le tribunal international pour le Rwanda, des témoins qui vont dire que l'avocat ou l'enquêteur de l'avocat les a poussés à faire un faux témoignage. Donc il faut être extrêmement prudent avec ça parce que ça peut polluer totalement un dossier. Ça a également pollué dans l'affaire. Là, c'était l'avocat lui-même, un des co-conseils dans l'affaire Bemba, qui était sur écoute du procureur et les écoutes téléphoniques le laisser montrer en train de dire aux témoins, bah, tu vas dire ceci, tu vas dire cela, etc. Donc, cette phase de recherche est compliquée. Elle est compliquée au Rwanda comme au Liban. Il y a des risques. Il y a des... au Liban, ça a été chaud également à certains moments dans certains quartiers. Mais on est obligé d'en passer par là. Donc, il faut tout vérifier. Il faut récupérer le maximum de matériel avant que les témoins de l'accusation viennent. Et croyez-moi, ça peut être une course contre la montre. Le deuxième aspect de l'enquête, c'est sur les experts. Parce que lorsque, comme c'était le cas devant le TSL, le dossier est quand même essentiellement un dossier technique, vous allez d'abord devoir vous faire assister par des gens qui vont vous expliquer la technique, parce que sinon, l'expert d'en face peut vous raconter ce qu'il veut. Et deuxièmement, le jour où vous devrez interroger l'expert d'en face, ben, vous avez intérêt à être sacrément au niveau par rapport à son expertise. Parce qu'il n'y a rien de plus... il y a rien de plus compliqué que d'interroger un type qui est 10 fois plus expert que vous dans un domaine. Alors, devant le TSL, je dirais que ça allait parce que finalement, les règles, les aspects techniques de la téléphonie, c'est quand même pas hyper compliqué à la fin. Mais il a quand même fallu vachement bosser là-dessus. Et donc, pour la défense, arriver à identifier le bon expert qui va travailler avec la défense. D'avoir quelqu'un qui est sérieux, qui est pédagogue et qui, effectivement, est incontestable dans son domaine. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement le faire comparaître ensuite dans la phase de la défense. En ce qui nous concerne, par exemple, dans le dossier devant le TSL, on n'a pas fait comparaître d'experts en téléphonie. C'est-à-dire que on avait pu faire en fait le job en contre-interrogeant les experts ou les enquêteurs en matière de téléphonie du procureur. Et donc là, je reviens à ce que je disais au début, ça nous ramène à la question des moyens. Dire, si vous n'avez pas de budget pour que vous pouvez payer un expert, bah, je sais pas, vous allez bosser sur Internet à faire des tutos, mais vous pourrez pas, vous serez pas au niveau pour pouvoir le contre-interroger. Et si vous n'êtes pas non plus, si vous n'avez pas une équipe organisée avec des gens qui se sont spécialisés après quand il y a
plusieurs domaines d'expertise qui sont en jeu, et que vous êtes donc le conseil principal, donc vous êtes en même temps un manager, bon, plus ou moins bon manager, mais bon, c'est vous qui avez la responsabilité finale, donc vous avez plusieurs étages à l'intérieur de l'équipe, et à la fin, vous devez tout comprendre, parce que si vous n'avez pas compris, et ben vous aurez défini une mauvaise stratégie, et vous allez vous planter à la fin, parce que vous serez passé à côté de ce qui était vraiment important dans le dossier. Alors, je parlais donc de la préparation donc, du dossier pour les experts. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir le langage de l'expert, de déterminer quels sont les biais de l'expert, quels sont ses raccourcis. Et ça, c'est quelque chose donc, que vous pourrez travailler qu'avec un expert. Et en fait, ce qui est assez aussi également intéressant, c'est que nous, par exemple, dans le système français, un expert, c'est quelqu'un qui est inscrit sur une liste, homologué par l'État. Vous avez des experts auprès des tribunaux, etc. Ce n'est pas du tout ça dans les tribunaux pénaux internationaux. Les experts, ce sont des mercenaires. Alors, ce sont plus ou moins des mercenaires loyaux et honnêtes, mais du côté de l'accusation, comme du côté de la défense, alors je ne voudrais pas jeter la pierre à nos amis anglo-saxons, mais les cabines d'expertise en téléphonie, il y a eu des trucs particulièrement croquignolés dans le tribunal, aussi bien du côté de l'accusation que du côté de la défense. Hein. En défense, il y a eu un expert, et le type, je ne sais pas combien il a pris de pognon, mais il a travaillé pendant 2 ans. On n'a jamais vu son rapport final. Il s'était annexé une pièce. Il faisait pousser des plantes aussi. Et en définitive, on n'a jamais vu les conclusions de ce monsieur. Et de la même manière, pour l'accusation, en fait, l'expert qui venait pour le procureur, c'était un expert anglais, que tous les... et alors ça, il faut connaître un peu aussi ce système, parce que pour l'accusation, ce sont souvent des gens du système anglo-saxon. Au TSL, c'est spécialement des barristers. Et donc, on a des experts, en fait, c'est les experts des cabinets anglais, ils les connaissent tous, monsieur machin, monsieur Intel, et monsieur Intel, il va vous faire un bon rapport qui va être bien pour l'accusation. Donc, d'où la nécessité d'être particulièrement armé de ce point de vue-là et maîtriser totalement le sujet. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces enquêtes, eu ces experts, etc., pour chaque témoin qu'on va contre-interroger, il faut définir un objectif. D'abord, on n'est pas obligé de contre-interroger tous les témoins. C'est absolument pas une obligation. Parfois, il vaut mieux ne pas le faire. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir ou qu'est-ce qu'on pourra obtenir en interrogeant tel témoin. Donc, le premier axe, et là c'était plutôt l'axe un peu systématique dans les dossiers devant TPIR, c'est de détruire la crédibilité du témoin de l'accusation. Voilà. Donc, toujours est-ce qu'il est de bonne foi? Est-ce qu'il est de mauvaise foi? Mais comment je le démontre? Et comment je fais également lorsque j'ai 2 témoins? Parce que même si le TPIR, TPY n'exige pas la corroboration en matière de témoignage, c'est-à-dire que le témoignage d'un seul témoin peut entraîner une déclaration de culpabilité.
le procureur savait très bien que il valait mieux avoir 2 témoins qui se corroborent, ce qui permettait de rendre plus difficile de détruire la crédibilité de 2 témoins plutôt que d'un seul témoin. Et d'ailleurs, quand on a fait ou qu'on a eu comment dire, des témoins du procureur qui se sont rétractés au contact desquels on a été, les types nous expliquaient que quand ils venaient à Arusha et qu'ils préparaient même avant au Rwanda avec d'autres gens du village leur témoignage, là, ils avaient très vite compris que ce qui était nécessaire, c'était qu'ils se corroborent. Donc, ils avaient presque des jeux de rôle en préparation. C'est, bah, toi, tu vas me corroborer sur tel truc, bah, toi, je vais te corroborer sur tel truc, etc. Donc, ce qui fait que vous aviez, et si vous regardez d'ailleurs dans beaucoup de jugements du TPIR, vous avez ce couple, toujours, le témoin ABC et le témoin YZ. Ça marche par deux. Donc c'est ce que j'appelle la two bullets rule, 2 balles pour l'accusation, pour faire tomber l'accusé. Alors la crédibilité, les enquêtes amènent, lorsqu'elles sont bien faites, amènent des trucs extraordinaires en termes d'éléments qu'on peut récupérer sur le terrain. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier dossier devant le TPI hier, nous avions une dame qui venait raconter, parce qu'elle en avait été témoin, elle était extrêmement émouvante, comment notre client avait distribué des bidons d'essence devant un bâtiment à des gens qui ont été servis pour incendier le bâtiment dans lequel était caché son père, et donc son père avait horriblement brûlé et était mort par le fait de notre client. Il se trouve que dans le cadre de notre enquête, on a trouvé une interview de son père postérieurement au génocide. En fait, son père n'était pas mort. Et il avait donné une interview à un journal d'une ONG, je ne me souviens plus ce que c'était, où il racontait les événements du génocide. Bon, donc ça, c'est nos enquêteurs qui ont trouvé ça. Et donc voilà, c'était le témoin. Vous n'avez pas ça, hein. Le témoin est poignant. Le témoin vous raconte quelque chose d'horrible. Elle n'a pas de raison de mentir. Raconte la mort de son père. Elle n'a pas de raison de mentir. Bah c'est fini. Je veux dire, si vous n'avez pas enquêté, vous n'arriverez à rien. Autre exemple, dans le premier dossier, un témoin de l'accusation, on a fini par déterminer qu'en fait, il s'était installé depuis après le génocide dans la maison de la mère de notre client qu'il occupait illégalement. Donc là, c'était extrêmement amusant. On lui passait des photos en disant, monsieur, vous reconnaissez cet endroit oui, bah oui, tiens, c'est là où j'habite. On était allé photographier la maison. Et puis à la fin, on lui a demandé s'il payait un loyer. Et donc voilà, on a pu, là, sur la crédibilité du témoin, montrer qu'il avait un intérêt à mentir. Autre élément d'enquête qui a toujours été extrêmement intéressant, pas toujours utile, mais complètement nécessaire devant le tribunal spécial pour le Liban, non, devant le TPIR, c'est la recherche de déclarations antérieures des témoins. Parce que la plupart des témoins de l'accusation avaient soit témoigné dans les procès au Rwanda, soit témoigné en Gachacha, soit eux-mêmes avaient été accusés devant des gachachas, avaient fait des aveux de culpabilité et avaient
donc relater des événements. Et donc là, le travail de terrain, le travail d'enquête, c'était d'aller récupérer auprès des gachachas dans les villages, gachachas de secteur, gachachas de cellules, etc., d'aller récupérer ces cahiers, donc les photocopier, doit dire communication, pour voir si tel témoin du procureur, lorsque il relatait un événement, ou lorsqu'il accusait quelqu'un, avait mis en cause telle ou telle personne, ou même l'accusé. Et on arrivait sur des trucs extrêmement étonnants, où tel témoin qui avait témoigné dans trois gachachas différentes, parce qu'il y avait des types qui venaient de différents endroits, sur tel événement, ne parlait jamais de l'accusé devant le TPIR, et puis soudainement, devant les enquêteurs du TPIR, l'accusé était projeté dans les événements. De la même manière, les déclarations qui étaient faites devant les services de police au Rwanda pouvaient être tout à fait intéressantes. Et tout ça, ce sont des éléments qu'il fallait récupérer. Je dirais avec un succès assez relatif, pourtant. Parce que même si ce travail était nécessaire, que ce boulot, lorsqu'on mettait aux témoins d'accusation contre-interrogatoire sous le nez leurs différents trucs, leurs différentes déclarations, etc., ça avait un effet relatif parce que le tribunal pour le Rwanda a fini par inventer une espèce de jurisprudence où finalement, c'était pas grave, pas si important que ça, que quelqu'un racontant une scène, qui est pourtant une scène marquante, pardon, est oublié de mentionner un tel. Donc ça, premier point. Que deuxièmement, avec l'effet du temps, etc., soit la mémoire pouvait revenir, soit elle pouvait disparaître. Donc il y a toute une jurisprudence qui s'est construite au fur et à mesure pour neutraliser en quelque sorte cela, avec également, je vais y venir maintenant, un problème qui était la préparation des témoins par le bureau du procureur, de la même manière que ça peut être un problème, la préparation des témoins par la défense. Dans le système à la française, vous n'avez pas de... Le témoin, ce n'est pas un témoin de la défense ou un témoin du procureur, c'est un témoin. C'est un témoin au procès, il appartient à personne. Là, ce sont des témoins qui sont présentés par les parties. Et donc, ce qui laisse la possibilité, je sais, Milan nous dira peut-être tout à l'heure si c'est autorisé toujours ça devant la CPI, ce qui laisse la possibilité à la partie qui présente un témoin de préparer ce témoin. Et parfois, j'ai trouvé que les témoins du procureur étaient tellement bien préparés au contre-interrogatoire qu'à chaque fois qu'on leur présentait une déclaration où ils avaient complètement ignoré que l'accusé était à tel endroit, ils n'avaient pas d'autre chose, etc., ils avaient toujours tous les mêmes réponses stéréotypées, à tel point qu'effectivement, on pensait qu'ils étaient tellement bien préparés par rapport à ce genre d'événements qu'il était impossible, en fait, de les déstabiliser. Donc, j'ai parlé de la crédibilité pour le contre-interrogatoire. C'est pas le seul objectif à atteindre, c'est-à-dire déstabiliser la crédibilité de tel ou tel témoin. Je donnerai un autre axe qui est important d'ailleurs avec les experts, c'est faire admettre aux témoins qu'une autre interprétation contraire est possible. Ça, c'est particulièrement important vis-à-vis des enquêteurs ou vis-à-vis des experts. Parce que ça va permettre lorsqu'on est avec quelqu'un qui a une certaine honnêteté intellectuelle,
en face de soi, les amener à dire, et c'est hyper important quand même, lorsque on est sur une preuve qui est une preuve circonstancielle, donc qui va d'inférence en inférence, que telle circonstance pourrait s'interpréter différemment et conduire à telle autre conclusion. Et là, à partir du moment où vous arrivez à faire cette admission au témoin, vous avez cassé un des barreaux, quand c'est un barreau important, de la chaîne d'inférence du tribunal. Je donne un exemple très, très, très simple. Enfin, là, j'aurais dû donner des exemples de visuels qu'on avait fait pour le tribunal spécial pour le Liban. Simplement, une antenne téléphonique qui vient capter des appels dans un rayon de 2 km. Si vous actionnez cette antenne, vous pouvez être à 2 km d'un côté ou à 2 km de l'autre, ce qui fait que vous êtes à 4 km en réalité. Donc, il y a eu un gros travail, notamment avec les enquêteurs du procureur qui avait reconstruit sur la base de la téléphonie des itinéraires. Gros travail pour leur faire admettre que ça pouvait être interprété dans un sens, mais ça pouvait être interprété comme signifiant autre chose. Et donc là aussi, si vous n'avez pas été sur place, si vous n'avez pas travaillé avec des experts pour comprendre comment marche la téléphonie ou tel aspect scientifique, vous ne pourrez pas y arriver. La préparation du contre-interrogatoire, là, ça peut être également faire admettre l'admission aux enquêteurs que les règles en matière d'enquête n'ont pas été suivies. Et ça aussi, ça peut avoir une incidence importante. Et alors, pourquoi ça diffère par rapport au système, à la française? C'est que dans le système des tribunaux internationaux, vous n'avez pas d'historique de l'enquête. Nous, dans un dossier avec le Code de procédure pénale, ça démarre le 1er janvier et tout ce qui va se passer sera dans le dossier. Donc, quand vous avez notamment, je vais prendre un exemple, moi j'ai eu des dossiers terroristes, notamment en Corse, où les enquêteurs ont suivi 14 pistes avant de finalement tomber sur ceux qui considéraient qu'ils étaient les coupables. Devant le TSL, on va vous donner que la dernière piste. Mais on ne va pas vous donner les 14 qui ont précédé. OK ? Mais parfois, la 15e, finalement, ne sera peut-être pas bonne aussi. Donc, vous allez pouvoir, en lisant le dossier, reconstituer le parcours de l'enquête. Ça, vous ne l'avez pas devant la juridiction pénale internationale. Donc, c'est un truc qu'il faut aller chercher. Donc, vous allez le chercher avec la divulgation du procureur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous faites avec succès, vous obtenez avec succès qu'il soit forcé à vous donner les éléments, vous allez pouvoir reconstituer plein de trucs de cette enquête qui a pu durer 6 ans, voir ce qu'ils ont enfermé dans les armoires, ce qu'ils n'ont pas regardé, de manière à avoir les éléments où, si par chance, le procureur fait venir tel ou tel enquêteur qui a participé à l'investigation sur tel truc, pouvoir également déstabiliser l'accusation par rapport aux éléments qu'ils n'ont pas recherchés ou qu'ils ont abandonnés. Et le dernier point, je dirais, c'est l'exploitation des vides. Mais ça c'est plus de l'instinct. J'y viendrai ensuite sur l'aspect technique du contre-interrogatoire. C'est plus de l'aspect du ressenti, de ce que vous allez trouver
au moment où vous allez commencer à contre-interroger le témoin. Alors, je fais un petit retour en arrière par rapport, donc j'ai passé la divulgation, l'obligation d'aller chercher et l'obligation presque de trouver. Il y a un élément qui est hyper important pour moi avant de contre-interroger, c'est la possibilité qu'on a dans les tribunaux pénaux internationaux de rencontrer le témoin de l'accusation avant qu'il ne comparaisse. Et ça, il ne faut jamais rater cette opportunité-là, parce que elle permet quand même d'avoir le... Vous avez les déclarations papier, mais la déclaration papier, vous allez pouvoir y trouver des contradictions. Vous avez votre enquête qui va vous amener du matériel sur ces contradictions, mais la personne en face, vous ne l'avez jamais vue. Vous ne savez pas comment elle parle, comment elle se tient, comment elle va réagir. Est-ce qu'elle répond très vite? Est-ce qu'elle met du temps à répondre? Est-ce qu'elle essaye de vous embrouiller? Le rôle de la défense, j'ai donné une question. Le rôle de la défense est-il de contribuer à la manifestation de la vérité? Non, pas du tout. C'est pas le rôle de la défense. Donc, vous allez sentir le témoin. Et alors, c'est relatif parce qu'il y a quand même, bien souvent, il y a la barrière de la langue. Il y a la barrière de la langue. Il y a également des différences culturelles d'un continent à l'autre qui peuvent être importantes et on ne comprend pas toujours la gestuelle, le témoin ne va pas nous comprendre non plus, mais c'est une occasion vraiment à ne pas rater. Je peux vous dire que devant le TSL, ça a été pour moi déterminant parce que et en plus, pourquoi c'est déterminant? Parce que quand vous demandez à rencontrer un témoin de l'accusation, en général, le procureur est là. Et donc, ça va tendre la relation. Mais ce n'était pas le cas devant le tribunal spécial pour le Liban. Moi, j'avais 2 personnes extrêmement importantes dans le dossier. J'ai pu, l'un qui était un enquêteur, j'ai pu le rencontrer tranquillement avant le procès et je savais exactement où j'allais aller après l'avoir vu. Et le mec, il est reparti en brancard. Hein. Je l'ai vraiment démonté. Il y a un autre témoin du procureur où là, on a passé 2 jours avec lui avant qu'il vienne. Et j'ai vu une question passer en disant, est-ce que c'est pas un risque de dévoiler? Mais moi, je vais pas lui montrer les cartes à ce moment-là. Parce que je vais essayer de nouer une relation avec lui, de voir jusqu'où je pourrais aller en audience avec lui. Je vais essayer de faire le tour de la personne. Parce que je vais pas, si c'est un témoin acheté, si c'est un témoin qui dit pas la vérité, mais parce que je donne un exemple, moi je comprends très des gens, des Tutsis qui ont été massacrés, dont les familles entières ont été massacrées dans les villages, etc. Je comprends intellectuellement et moralement qu'ils soient venus éventuellement faire des forts témoignages pour se payer l'ancienne oligarchie ou tout. Ça, je veux dire, c'est un problème, mais je n'ai pas de jugement là-dessus. En revanche, il faut effectivement, si c'est le cas, il faut que j'arrive à le démontrer. Et donc la phase préalable, c'est une phase où on peut poser des premiers trucs qui vont servir ensuite
qui servent à ressentir, mais qui vont servir ensuite à coincer le témoin lorsqu'il sera en salle d'audience. C'est hyper dangereux d'aller sur un témoin tout de suite. Enfin, en France, ça n'existait pas. Je ne peux pas rencontrer un témoin de l'accusation avant. Mais je sais ce que ça peut apporter lorsque je suis devant les juridictions pénales internationales. Alors, le contre-interrogatoire. J'avais dit à Milan que je lui enverrais une liste de. Il y a quand même des. Moi, je ne savais pas faire un contre-interrogatoire. On est arrivé en 2002, 2003 avec mon copain Arthur Verken à Arusha. On n'avait jamais fait un contre-interrogatoire à l'anglo-saxonne. On est arrivé comme Laurel et Hardy dans le système anglo-saxon. Et d'ailleurs, le premier jour à l'audience, on s'est fait ramasser par le magistrat parce qu'on posait nos questions comme des Français. La question française, déjà, elle fait 6 pages, elle est pleine de présupposés, et c'est pas une vraie question. Ou alors, elle est subjective. Moi, j'avais demandé à un témoin qui était un médecin anglais, est-ce que vous pensiez que M. Untel était un bon bourgmestre? Oh là là, mais je me suis fait tacler, mais dans la seconde par le président en disant mais vous n'avez pas mis les fondations pour votre question. Donc, je ne comprenais même pas ce qu'il me disait. Les fondations pour ma question, qu'est-ce qu'il dit? Mais bon, au bout de 2 jours, on a compris, on a vu comment faisait le proc. Et après, on a compris que justement, un contre-interrogatoire ou un interrogatoire principal, ça se prépare. Ça se prépare. Donc, il y a un objectif à atteindre. Il faut savoir quels sont ces objectifs. Naturellement, il y a les gens qui vont au pif sur un contre-interrogatoire, ce sont des fous dangereux. Ensuite, il faut bien comprendre les contraintes du contre-interrogatoire ou de l'interrogatoire. C'est-à-dire que on est devant les tribunaux pénaux internationaux, il y a déjà la contrainte de l'interprétariat. Dire, sauf si effectivement vous parlez la même langue que le témoin. Moi, je parle pas Kinyarwanda et le témoin en général, il parle Kinyarwanda. Donc, déjà, vous allez perdre en contact ce que vous pouvez avoir lorsque vous contre-interrogez, vous interrogez dans votre langue nationale. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a l'organisation physique de la salle d'audience. Vous n'avez pas de contact visuel avec très peu avec le témoin. Chacun est derrière sa table. C'est pas comme dans le film américain où l'avocat tournicote. Je sais pas si c'est comme ça, Milan, dans les films canadiens, où l'avocat, dans les tribunaux canadiens, l'avocat, il est devant le témoin, il se penche vers lui, etc. Non, le mec, il peut être à 10 mètres de vous, il est face au tribunal, il a un casque sur les oreilles, il ne vous regarde pas. Donc ça aussi, c'est donc vous allez perdre en spontanéité, en échange visuel. Ça peut devenir assez mécanique. Ensuite, vous avez des contraintes de temps. C'est-à-dire que les phases, et ça c'est hyper important dans l'organisation du contre-interrogatoire, la phase d'audience, je ne me souviens plus, c'est 1h30, 1h15 avant la pause. D'accord? Donc, il faut paramétrer vos phases de questionnement pour ne pas vous faire couper par la pause. Ça, c'est horrible. Et les magistrats, les juges qui sont défavorables à la défense, quand ils voient que ça commence à bien partir, et qu'on est en limite de pause, ils disent bon maître, je pense que c'est le moment de faire une pause. Et donc là, c'est comme si vous avez commencé vous êtes en phase de sprint, et il va falloir recommencer il va falloir tout recommencer. Donc il faut bien calibrer
il faut bien calibrer les phases d'interrogatoire. Et moi, j'ai aussi fait l'inverse. Un témoin en contre-interrogatoire d'un témoin du procureur, où j'avais vraiment besoin de la nuit parce qu'il avait témoigné toute la journée. Il avait dit plein de trucs nouveaux et on avait redémarré genre 20 minutes après, quoi. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir en arrière. Donc, on avait commencé vers 4 heures et j'ai poussé sur des questions un peu vasouillardes pour arriver à faire 3/4 d'heure pour qu'il y ait le break et que j'ai toute la nuit pour pouvoir préparer la suite de mon contre-interrogatoire. Donc, moi, techniquement, au début, quand on est arrivé à Arusha, moi, j'écrivais toutes mes questions. Mais il faut quand même, ça c'est un travers aussi qui peut être ennuyeux parce que il faut savoir sortir de son scénario aussi. Donc si vous restez scotché, moi je l'ai vu là c'était je me disais les avocats américains ils sont incroyables, etc. Le procès là de ces deux acteurs américains, là, le couple qui se déchirait. Comment il s'appelle? Je me souviens, putain, j'ai pas la mémoire des noms. J'ai vu le contre-interrogatoire. Johnny Depp. Johnny Depp and yeah, the other one. Yeah. Ok, cool, merci. T'en prie. L'avocate de The Other One, elle avait son contre-interrogatoire qui était visiblement écrit, avec ses questions qui étaient écrites. Elle se faisait tacler et elle sortait pas de son truc. Donc, non. Il faut avoir moi, j'écrivais parce que ça me permet, dans ma tête, de me dire, il peut répondre comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer s'il répond comme ça? Donc, et comment je calibre bien ma question de manière à ne pas pouvoir lui laisser de porte. Je veux pas qu'il parte ailleurs. C'est moi qui tiens la laisse. Donc, comment je calibre bien ma question? C'est vrai que au départ, la meilleure méthode, c'est de les écrire et de voir quel est le chemin qu'on trace pour emmener le témoin vers où on veut l'emmener, sachant nous on pense qu'on a une laisse, mais il n'a pas forcément une laisse. Et sur ce point, moi je vous conseille un ouvrage qui est vraiment bien foutu. Voilà. C'est un vieux bouquin. Alors, attendez, je vous ai perdu, je ne me vois même plus là. Voilà. C'est de John Nicholas Iannuzzi. I-A-2-N-U-Z-I, Cross-Examination de Mosaic Art. J'ai lu pas mal de bouquins sur le contre-interrogatoire. Pour moi, c'est le meilleur bouquin. Il est hyper pratique. Et je pense qu'il est. On peut l'utiliser dans tous les systèmes, en fait. Donc, en fait, ce qu'explique Iannuzzi, c'est qu'en fait, le contre-interrogatoire, c'est l'art de fermer des portes. Donc, on commence assez large pour au fur et à mesure, mais il ne faut pas que ça soit évident pour le témoin. Fermer, pour qu'à la fin, le témoin ne puisse plus sortir de l'endroit où on l'a emmené et marquer le point. Alors, et ça, on ne peut le faire que si jamais on a du matériel sur le témoin, que si jamais on a, par l'enquête, archi préparé. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de poser des questions. Et moi, j'ai vu des confrères
dans le contre-interrogatoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font répéter au témoin ce qu'il a dit en interrogatoire principal. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça un contre-interrogatoire. Et au contraire, bah, le mec, l'accusation a mis une première couche et l'avocat de la défense, il fait mettre une deuxième couche sur son client. Donc non, il vaut mieux, si on n'a rien, on ne fait rien. Mais ça veut dire que pour faire quelque chose, il faut avoir défini un objectif. Et l'objectif n'est pas nécessairement, si on n'a pas les éléments, ça sera peut-être par un témoin de la défense après, etc. Mais donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vision globale. Ouais. Il faut avoir il faut vraiment avoir une vision. C'est pour ça que je reviens à la stratégie. C'est quoi mon objectif à la fin dans ce dossier? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je peux aller? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent on n'a pas le temps en fait. Il y a eu des dossiers qui ont duré vachement longtemps devant le TPIR, mais moi le deuxième dossier que j'ai eu, on est arrivé et 8 mois plus tard le procès commençait. Donc on a eu pratiquement que 8 mois pour mener la contre-enquête. C'était extrêmement short. Et une fois que le témoin de l'accusation est passé, alors on peut toujours les faire rappeler, etc. Mais c'est compliqué d'avoir une deuxième chance. Donc il faut être enfin c'est difficile, hein, il faut être hyper lucide très tôt et vraiment se poser la question, putain, qu'est-ce que je veux obtenir sur cette partie du dossier et comment je vais l'obtenir. Alors, toujours le truc, est-ce qu'on pose des questions dont on n'a pas la réponse? Il n'y a pas de règle en fait. L'important, c'est la manière dont on pose la question. C'est la manière dont on pose la question et plus on aura bossé, moins on aura de risques que la manière dont on amène la question amène une réponse qui va nuire à notre client. Parce que ça, effectivement, déjà le témoin d'accusation est là pour incriminer votre client, mais si vous-même, par votre action, vous continuez à le surincriminer par votre cross-examination, vous ne faites pas votre job. Vous êtes dangereux. Donc, moi, je préfère plutôt la prudence que de faire une connerie, en fait. Donc, il y a la meilleure question est celle que l'on ne pose pas. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas si facile que ça. Et parfois, il y a la question où on va. Il y a aussi la question, la dernière question qu'on a posée, on va ramasser la mise. Parce que c'est aussi une partie de poker, en fait. Et donc, la difficulté, c'est cette tension. C'est cette tension de ce moment où on est là et on se dit j'y vais, mais on a 3 secondes, hein. On va pas demander une pause, c'est j'y vais pas. Et ça peut être pareil pour j'y vais pas, et ça peut être pareil pour la confirmation aussi, parce que là il y a aussi il y a un risque en audience, c'est qu'on est dans le feu de l'action et on croit avoir marqué un point vachement fort. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, je pensais avoir marqué un super point. Et en fait, quand je relis le transcript, en fait, non, c'était un peu. Il m'a semblé que, en fait, et en relisant le transcript le soir, bah, c'était moins conclusif que ça. Donc là également, ça, ça, j'ai déjà lu en plus, également dans les bouquins sur les cross-examination, mais plus quand vous êtes devant un jury. En plus, parce que là, vous êtes devant des magistrats professionnels, mais devant un jury, vous pensez que vous avez marqué un méga point, mais en fait, le jury, il va pas du tout le voir. Il va pas du tout le voir. Il va pas du tout le voir comme ça. Donc, savoir aussi
obtenir le point de confirmation qui va vraiment enfoncer le truc dans le dossier et qui fera que le tribunal pourra pas juger du contraire. Et ça, alors, je ne me souviens plus à quel moment, je sais que je l'ai obtenu sur un enquêteur du procureur du TSL. Le gars a admis un truc, je ne me souviens plus quoi, et sur cette partie du dossier, une fois qu'il l'avait admis, c'était terminé. C'était terminé. Mais j'ai eu la chance parce que j'ai eu un type qui était de bonne foi aussi. Peut-être que un enquêteur plus vicelard, etc., ne l'aurait pas confirmé. Lui, il l'a confirmé. Et de ce fait, on a emmené le point. Donc, c'est le contre-interrogatoire, en fait, c'est toute la préparation du dossier. C'est comme et c'est ça qui emmènera à la fin aux plaidoiries. Alors, je serai très court, j'y reviendrai à la fin là, sur les plaidoiries. Les plaidoiries devant les tribunaux internationaux, c'est pas un concours d'éloquence, hein. Enfin, les gens en face sont en général pas très éloquents. Et là, ils sont là, ils lisent leur dossier avec leur truc. C'est chiant comme tout. Et donc, c'est pas sur une plaidoirie qu'on va emporter, le dossier. C'est sur la construction de la défense au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que tout ce qui ne sera pas fait en contre-interrogatoire, vous ne le ferez pas à la fin dans la plaidoirie, ne serait-ce que parce qu'il y a une règle aussi, c'est que vous êtes obligé d'épuiser sur le témoin les éléments que vous avez. Donc, toutes les questions que vous n'aurez pas posées au témoin, la Chambre pourra toujours vous reprocher de ne pas lui avoir posé. OK? Vous avez l'obligation de soumettre. Alors, c'est fait, moi, par les procureurs anglo-saxons, je trouve que c'est un peu caricatural. C'est genre, I put to you witness that you are a liar. C'est toujours des successions d'affirmations comme ça. Moi, je trouve ça extrêmement. Mais c'est une sorte de nécessité intellectuelle pour eux de terminer par cette sorte d'imputation. Alors, je reviens sur j'ai des notes un peu en vrac, hein, je suis désolé. Vincent, Vincent, s'il vous plaît, il est déjà 17h45. Est-ce C'est pas qu'on grave, peut... on finit dans un bar ensuite. Oui. Est-il possible de prendre quelques questions et Ouais. s'il y a des questions en live, on peut les prendre, mais il y a aussi une question de Bamba qui a été posée à 4h29. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Entre le fait pour l'équipe de la défense de descendre sur le terrain pour faire ses propres enquêtes ou le fait de se faire remonter les informations, laquelle des deux méthodes avez-vous utilisé dans le dossier du Liban? Ça, c'est sa première question. Les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours, et au TPIR, c'est pareil, j'ai en précurseur, alors j'avais pas de gendarmes au Liban, les fixeurs, après, par exemple, au TPR, donc j'avais les fixeurs, on repérait des témoins, j'envoyais mon colonel de gendarmerie, il faisait les auditions. Dans le dossier de Zabonimana, on a fait 350 auditions. Puis lui, il faisait des auditions de gendarmes, hein. Ça rigolait pas. Et après, on sélectionne. Et moi, je vais voir les témoins qui me semblent fiables et intéressants, sachant que j'en vois pas témoigner un mec que j'ai pas vu. Et vous les avez utilisés à ratio égal 50-50 ou ça dépend? Non, attendez, sur 350 témoins qu'on a vus, j'ai dû en utiliser 20. OK, OK. Quelqu'un a-t-il une autre question avant que Maître Vincent puisse conclure, peut-être? Y a-t-il une question que vous pouvez poser directement verbalement? Je réponds à la question, la manifestation de la vérité, j'ai déjà répondu. Bah non, c'est pas mon job, hein, la manifestation de la vérité. Puis je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, la manifestation. C'est presque un concept religieux en fait. Donc je sais pas ce que ça veut dire.
Non, on est là. Moi, ce que j'ai découvert dans les procès internationaux, c'est aussi un aspect que j'aime pas. J'aime bien parce qu'en face, les gens que j'ai contre moi sont des confrères, en fait. Ils ont tous été avocats à un moment ou à un autre. Mais en même temps, ils sont comme des avocats, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix gagner. Euh, donc, j'ai pas trouvé ce moment où on va me dire, bon, écoute, là, c'est vrai, on laisse tomber parce qu'on a déconné, ou etc. Que je pourrais avoir quand même dans un conversation que je pourrais avoir avec un procureur magistrat dans mon système où on peut, il veut quand même être garant de la probité de son enquête, ce qui n'est pas toujours le cas devant les tribunaux internationaux. OK. Y a-t-il une question avant que je donne la parole à Mylène pour... Y a-t-il une question? Non. Vincent, je vous donne 3 minutes de conclusion. Et ensuite, Mylène pourra aussi avoir 5 minutes et on conclut, et c'est bon? Alors, 3 minutes de conclusion. 3 minutes ben, chrono. ouais, chrono. Donc en 2003, j'étais avocat depuis 10 ans. Je croyais tout savoir du pénal. Et j'ai, c'est à 10 ans de barre, on est vachement intelligent. J'ai vachement appris avec ces tribunaux internationaux. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, quand on est dans le système français, machin, etc., on ne peut pas se rendre compte de la liberté que ça donne, de la puissance que ça donne aussi, et vraiment, et également en même temps de l'énorme responsabilité de l'avocat de la défense. On est toujours hyper responsable, mais quand on est en plus responsable de l'enquête, on est 20 fois plus responsable parce que si on ne voit pas, si on ne comprend pas, si on n'agit pas, ben le type est condamné, quoi. Donc c'est à la fois merveilleux, mais un petit peu, en même temps, c'est totalement effrayant. Voilà ma conclusion. Et lisez-le. Ouais, j'ai un autre bouquin qui est assez génial, qui s'appelle The Art of Cross-Examination par Francis Wellman. C'est un vieux livre. Il a pris plein de. Comment dire? Il a récupéré plein de cross-examination. Il y a même une cross-examination faite par Lincoln dans un truc. C'est génial à lire parce que il y a vraiment des. On se croirait dans un film avec Charles Lawton. Vous avez dit c'est quel auteur? Francis Wellman, W-E-2-L-M-A-N, The Art of Cross-Examination. C'est un vieux bouquin, mais vous le trouverez sur les plateformes d'occasion sans aucune difficulté. Et juste pour intervenir, confrère, effectivement, quand je viens de l'avoir googlé et il est en PDF entièrement libre Ah ouais, il est en apparemment. PDF, hein. Ok, bah génial. Oui, il est en PDF. Enfin, je laisse à vous tous l'interprétation des droits d'auteur, mais apparemment il est sur Internet, quoi. Ok. L'autre, par contre, il est encore sur Amazon, mais en Belgique, pas disponible. Donc, si quelqu'un peut me le commander, soyez le bienvenu. Merci. Ah, bah, je l'ai trouvé hier, mais je regarderai. Ok. De toutes les façons, les 2 titres et les 2 auteurs sont dans les messages pour référence Ok. à ceux qui sont intéressés. Alors, il semblerait que Mylène soit déjà partie. Mais... Oh, Mylène, tu es là. On est Oh, là, Mylène. oui, Mylène, vas-y, tu as 3 minutes pour conclure. Écoutez Vincent jusqu'à la fin. Merci Vincent. Moi aussi, je n'ai pas la bonne mémoire des noms, alors mes excuses pour pour la petite erreur sur le nom du client de Ah non. la présentation. Mais sache que tu as bien lu les livres et tu as rapidement appris la méthode de contre-interrogatoire puisque c'est le dossier dans lequel tu as eu un acquittement. Alors, merci beaucoup. Il y a quelques différences avec la CPI.
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous aurez probablement l'occasion au séminaire des conseils en septembre de voir les différences, mais notamment sur la préparation des témoins, sur la possibilité ou non de rencontrer des témoins avant les audiences. Tu peux ou pas? C'est-à-dire que c'est régi par des protocoles. Hein. À la CPI, il y a des protocoles pour tout. Il y a le protocole pour les expurgations, il y a le protocole pour les échanges de correspondance, il y a le protocole pour la confidentialité, il y a le protocole pour la préparation des témoins, il y a un protocole pour tout. Ce n'est pas la même liberté qu'on avait devant les TPI. Par contre, il y a vraiment plus un mélange de juges issus du droit civil et juges issus de la common law. Donc, il y a certains juges qui veulent, comme tu donnais l'exemple, que tu soumettes aux témoins toutes tes propositions, et il y a d'autres qui trouvent ce concept complètement ridicule. Parce qu'ils sont issus de la... Et donc, ça me faisait bien rire quand tu en parlais, parce que j'ai déjà entendu des juges dire je ne vois pas l'utilité de tout soumettre, mais je me souviens qu'à Arusha, on le faisait. Alors, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir parmi nous l'an prochain. Ah bah écoute, oui, si je suis encore de ce monde. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci confrère. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.